J'ai quelques questions à vous poser. Ce qui m'a frappé en vous écoutant, je n'imaginais pas à quel point les mathématiques seraient à ce point omniprésentes. Alors est-ce qu'il y a un biais d'échantillon dans les personnes ici présentes, ou est-ce qu'effectivement les maths sont un outil très important aujourd'hui quand on veut venir en aide aux médecins, aux chirurgiens? Qui veut répondre? Prenez le micro devant vous. Oui. Oui. Bon, c'est peut-être pas à moi de répondre tout de suite, parce que je ne suis pas mathématicien, mais j'ai une intuition que la biologie, le vivant, et ce qui n'est pas vivant aussi, est quand même structuré sur une base qui reste quand même très mathématique. Je pense. On parle de nombres magiques, on parle même la notion de beauté, la notion, même dans l'art, évidemment, on voit partout, les mathématiques sont à la base même de tous les process. Et je vais laisser peut-être la parole aux vrais professionnels. Aux vrais mathématiciens. Oui, les mathématiciens sont peut-être les moins bien placés pour répondre à la question. Peut-être qu'un élément de réponse, c'est que depuis 10 ou 20 ans, la biologie, la médecine est envahie de données. Pendant des siècles, les données étaient très peu nombreuses, on avait de la pression sanguine, etc. Maintenant, on a des données génomiques qui font des gigas et des gigas. Pour donner du sens à des données, à un moment, il faut se poser la question de faire un modèle mathématique. Maya Deban, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, alors moi je rebondirais plutôt sur ce que vous venez de dire. Je pense que l'échantillon a été un petit peu biaisé, parce qu'il se trouve que Benoît Pertam et moi-même venons du même laboratoire à la base, donc même si j'ai changé depuis, on est tous les deux mathématiciens et tous les deux même on travaille en équation dérivée partielle. Donc ça a biaisé à mon avis le discours. D'accord. Pour autant, oui, je suis d'accord, hein, je vais pas dire le contraire. Les mathématiques me paraissent un outil primordial au cœur de l'innovation dans beaucoup de technologies, même si ça n'est pas que le seul. Vous voulez ajouter quelque chose, Guillaume Morel? D'accord. Oui, moi, en effet, je pense que les mathématiques sont en effet très présentes dans tout ce qu'on fait actuellement en matière de technologie pour la santé. On parle des images. Tout à l'heure, vous nous avez montré ce cerveau en disant c'est une IRM, donc ça veut dire c'est un calcul mathématique en réalité. C'est le résultat d'un calcul mathématique à qui on a donné la forme qui ressemble à celle du cerveau, mais ça n'est pas le cerveau, ce sont des maths matérialisées. Et moi, ce qui m'a intéressé, notamment dans la dernière intervention, c'est la notion de preuve. Parce que moi qui travaille dans les sciences de l'ingénieur, je fais un petit complexe par rapport aux mathématiciens. C'est que assez souvent, je fais des dispositifs qui fonctionnent, qui vont être performants, qui vont fonctionner, mais je n'ai pas toujours la preuve formelle, mathématique, que ça va fonctionner. Et alors, c'est une frustration. Et souvent, les mathématiciens me regardent en disant oui, mais ton truc, il converge tout le temps, mais est-ce que tu as la preuve que ça converge tout le temps? Et je ne l'ai pas. Et là, j'ai noté un renversement. J'étais assez content que finalement, il existe un autre point de vue de la preuve. Là, c'était la preuve légale, en disant ah, d'accord, ton algorithme il converge, c'est bien. Mais à la fin, est-ce que c'est une preuve que ça ressemble? Et ben voilà, c'est les mathématiques qui sont mis à défaut sur cette question de la preuve. Je trouvais ça amusant. Vous voulez ajouter quelque chose, Dominique Asbourg? Oui, quand on a un peu préparé ensemble tout ça, j'étais frappé aussi par la convergence des outils qu'on utilise. Par exemple, nous, en imagerie, on a des modèles de recalage élastique, notamment, qui sont très importants parce que justement, on essaye d'adapter exactement ces mêmes problématiques. Hein. Lorsqu'on a une cavité opératoire, que la forme du cerveau commence à s'effondrer autour de la cavité, etc., on ne peut plus faire des recalages standards très, très facilement. Donc, il faut justement des procédés qui s'adaptent à tout ça. Et donc là, vraiment, on a des mêmes méthodes, en fait, pour travailler sur... de même, on a des bases de données de cerveau en IRM, des centaines d'IRM, qui échantillonnent le cerveau et qui sont maintenant à la base d'un cerveau standard qu'on va pouvoir utiliser pour recaler notre propre cerveau et à partir de là, faire des études comparatives parce que chaque zone a une probabilité de connaissance. Enfin, on dit ça, c'est telle structure, statistiquement, grâce justement aussi à ces collections de cerveau et cette approche un peu statistique aussi. Une autre question que je me suis posée en vous écoutant,
dans quelle mesure vos travaux, les avancées technologiques que vous mettez en place, vont transformer le rôle du médecin, du praticien, du chirurgien? Est-ce que leur positionnement, est-ce que vous leur faites peur aussi à certains qui se disent on avait le savoir, on avait la puissance et tout d'un coup il va falloir composer avec toutes ces disciplines? Guillaume Morel. Oui, alors évidemment, la notion de robot chirurgien, dont on a parlé parfois, fait peur aux chirurgiens. Au sens, et il y a eu des approches, les premières approches de robotique pour la chirurgie étaient des robots qui remplaçaient virtuellement le chirurgien, parce que dans le domaine de la chirurgie orthopédique, les os étant solides, le robot sait faire un recalage rigide, sait parfaitement tout localiser et peut lui-même faire une opération. Par exemple, creuser l'empreinte pour mettre une prothèse de façon bien plus précise que n'importe quel chirurgien. Et il y a eu des dispositifs qui faisaient ça. On fait le recalage, comme vous l'avez expliqué, et puis on appuie sur le bouton et le robot fait le boulot. Et c'était les premiers, c'était le plus facile à faire, puisque c'est les modes de programmation qu'on connaît pour les robots. Techniquement, c'était tout à fait performant, mais c'était complètement inacceptable. Il n'était pas possible, c'était pas du tout translationnel comme approche. C'est-à-dire, c'est un ingénieur qui avait inventé le système, ça marchait très bien, mais il était impossible d'utiliser un système comme ça au bloc. Et bien que ça fonctionnait, ça n'a jamais été adopté. Et c'est pourquoi je vous ai parlé tout au long de mon intervention de instrumentation chirurgicale robotisée. Ce qu'on doit faire, c'est des systèmes collaboratifs, interactifs, dans lesquels le chirurgien, il a des capacités augmentées grâce au robot, mais c'est lui qui fait l'opération. Et tous les robots qui fonctionnent sont des robots qui sont en réalité des instruments robotisés, des fonctions robotisées qu'on donne à des instruments, et non pas un robot qui va vous opérer, parce que ça n'est souhaitable pour personne, ni pour les patients, ni pour les équipes médicales. Benoît Pertam, si on reprend l'exemple, parce qu'il m'a frappé, avec un modèle mathématique, on peut prévoir l'évolution d'une tumeur et puis dire s'il faut opérer ou pas. On a l'impression que là encore, on aide le chirurgien à la décision, mais il n'est plus tout seul à décider. Oui, la décision sera toujours complexe. Hein. Le vivant, c'est l'ensemble, c'est essentiellement du complexe. Donc je pense que tout comme une image médicale, c'est un élément que le médecin ou le chirurgien a entre ses mains. Il aura dans son étagère, il aura des images, il aura en plus une prédiction par un modèle mathématique. Certainement de plus en plus, ce sera vrai. Il devra décider de ce qu'il fait en fonction des informations diverses qu'il a. Emmanuel Gutmann, elles sont bien admises par tous les professionnels avec lesquels vous travaillez, les professionnels de la vision, les nouvelles technologies que vous apportez? Donc nous, c'est même le contraire, hein. C'est les médecins qui boostent en fait. Ah ouais. Puisque nous, comme j'expliquais, on a besoin des médecins pour avancer avec eux. Donc les médecins, ça leur permet de démontrer ce qu'ils pressentent en fait. Donc ils sont très demandeurs de ces approches-là. Par exemple, on a un outil de simulation de pathologie visuelle, donc on est capable de rentrer avec le médecin une carte d'opacité, donc les personnes qui font des examens sur le médecin, ils le rentrent dans le simulateur et le médecin voit exactement ce que voit son patient. Ouais. Donc là, par exemple, en sensibilisation, expliquer au conjoint qu'est-ce qui est en train de se passer, pourquoi il n'arrive plus à se déplacer. Donc au contraire, là c'est vraiment un binôme en fait, hein. Il n'y a pas du tout de réticence. Moi, j'ai un témoignage aussi de cette interaction avec le médecin. J'ai vécu moi-même en tant qu'anatomiste au tout début, il y a 15-20 ans, quand on faisait des repérages dans les IRM, les premières IRM. J'étais très fier de ma connaissance anatomique et je pensais que moi, je faisais des bons recalages, des bons repères, et je cherchais les repères les plus fins possibles, etc. Et je me suis rendu à l'évidence que je ne fais pas le poids. J'ai beau connaître tout ce que je veux, mais quand une machine prend des milliers de points, balaye complètement une zone et fait des repères que je ne pourrais pas faire par manque de temps, et la fait tellement rapidement qu'elle est bien meilleure. Et d'autre part, au bloc, attention, au bloc, le robot ne fait pas tout. Ça, c'est vrai, c'est très important, ça. Chez nous, par exemple, qu'est-ce qu'il fait, le robot? D'ailleurs, robot, c'est le bras robotisé, hein. C'est plus que le robot, tel qu'on pourrait l'imaginer. Simplement, il se positionne là où il faut. Il est rigoureux et il est solide. C'est-à-dire que s'il y a des petites pressions, etc., il résiste, donc il va être précis. Voilà. En plus, il enlève des contraintes.
puisque du coup on enlève tous les systèmes qui sont autour du crâne, et donc on a tout d'un coup une liberté de choix de trajectoire qu'on n'avait pas avant. Voilà, tout ça sous avantage. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le chirurgien, il a coupé l'électrode comme il fallait, ou du moins il a fait des repères avec un mètre, tout simplement, enfin un centimètre. Et puis, c'est lui qui va enfoncer donc le nécessaire pour percer le crâne. C'est lui qui va enfoncer ensuite l'électrode dans le cerveau, en sentant bien exactement ce qui se passe au fur et à mesure de la descente. Alors c'est vrai, il y a des retours haptiques, c'est vrai qu'on pourrait imaginer, et je pense que là, il y a encore des choses qu'il faut conserver.